Du G20 sont d'ailleurs, à la lumière du dernier rapport du baromètre mondial de la corruption, jugés très sévèrement par les citoyens de ses propres États membres du G20, puisque 59% des personnes interrogées déclaraient que les efforts de leur gouvernement, 59% des personnes interrogées des pays membres du G20, déclaraient que les efforts de leur gouvernement pour lutter contre la corruption seraient tout à fait insuffisants. Troisième grande série de problématiques, avec l'impuissance des lois. Ce que les anglo-saxons d'ailleurs traduisent par ce concept d'enforcement gap, qui traduit ce véritable fossé qui existe et qui est un élément de la réflexion très usuel, ce véritable fossé qui existerait entre le droit et le fait en matière de répression de la corruption. Je voudrais dire en introduction de cette dernière partie, puisqu'il me reste encore quelques minutes, que l'histoire du droit de la corruption, et ça aide à comprendre pourquoi ce fossé, en quelque sorte, pourrait être grandissant. L'histoire de la lutte contre la corruption est l'histoire d'une pénalisation croissante, c'est-à-dire qu'à mesure que des nouveaux scandales éclataient, c'est valable pour la France, ça pourrait être valable dans de nombreux exemples européens, je pense, mais à mesure que des scandales éclataient, on renforçait la législation et on découvrait que certaines pratiques ne pouvaient pas être réprimées avec les outils existants du droit pénal, et donc on créait des nouveaux outils. C'est le cas pour le trafic d'influence, suite à l'affaire Wilson, sous la Troisième République. C'est le cas dernièrement de la corruption internationale. On pourrait prendre de nombreux exemples. Cette évolution, cette pénalisation croissante et cette certaine tendance d'ailleurs récente au durcissement des peines en matière de corruption, pris comme un phénomène au sens large, va à contrario de l'évolution générale admise des peines en matière de droit pénal. Puisque on considère au contraire qu'à mesure que les sociétés évoluent et que les mœurs se pacifient, l'histoire de la peine est celle d'une diminution constante. Cette différence d'évolution de parcours très sensible est intéressante puisque on a, malgré ce durcissement du terrain de la lutte contre la corruption, des outils juridiques à disposition des juges et des procureurs en matière de lutte contre la corruption, eh bien, on a toujours cette perception d'un phénomène grandissant et d'inquiétude montant. Il existe dans l'évolution, d'ailleurs, dans cette évolution historique, je fais juste une parenthèse, mais je crois qu'elle mérite d'être signalée, une grande exception, c'est l'acte dit loi du 6 mars 1943 du gouvernement de Vichy, qui a été l'acte par lequel la corruption a perdu son caractère criminel et est devenue un délit. C'est une des rares lois de Vichy qui a été reprise à la Libération, et ce qui avait suscité au passage le commentaire de Maurice Garçon, ce fait si grave aurait dû conserver son caractère criminel. Alors, en dépit de cette pénalisation croissante, on constate une omniprésence toujours actuelle de la question de la corruption. C'est là ce que on pourrait appeler, en suivant le doyen Carbonnier, l'impuissance des lois, expression qu'il empruntait lui-même à un autre professeur. Je la sors un petit peu de sa définition stricte, puisque le doyen Carbonnier considérait que l'impuissance des lois était une impuissance totale, c'est-à-dire une loi qui n'était absolument pas appliquée, pour dire qu'en matière de corruption, on a affaire à une impuissance partielle des lois, mais une impuissance réelle tout de même. À ce propos, l'écart se mesure encore, puisque lorsqu'il parlait d'impuissance partielle des lois, d'ineffectivité partielle des lois, le doyen Carbonnier considérait que la matière pénale était un terrain de prédilection pour étudier cette impuissance et estimait à autour de 25% le taux effectif de condamnation pénale par rapport comparé au taux de criminalité. C'est-à-dire que seulement un quart des infractions réellement commises étaient sanctionnées par les cours et tribunaux. En matière de corruption, ce taux, alors bien difficile à déterminer, tout comme le taux de délinquance en général, mais
chuterait sensiblement. Je crois que Eric Alt dans la salle ne me contredirait pas, mais on se situerait peut-être bien en dessous de 0,1% de condamnation par rapport aux faits, au nombre de faits de corruption. Un exemple qui permet de donner un ordre de grandeur de la prévalence de la corruption en France, vous avez un rapport de l'Union européenne, Eurobaromètre, qui pose la question tous les 2 ans, d'ailleurs dans tous les États membres de l'Union, aux citoyens européens, avez-vous été amené à verser un pot de vin dans les 12 derniers mois? 3% des Français répondent oui à cette question. Alors, c'est une enquête d'opinion, ça donne une appréciation très générale et difficile à vérifier de la question, mais faisons le calcul, 300 condamnations par an pour les manquements au devoir de probité en moyenne, même d'ailleurs c'est une estimation assez haute sur les statistiques disponibles, et 3% des Français qui auraient versé un pot de vin dans les 12 derniers mois. Je crois que l'écart est assez significatif entre ce qui est effectivement poursuivi et condamné et la corruption réelle. S'agissant de cette question de l'impuissance des lois au niveau international, on monte encore un cran dans cette impuissance. Alors je vais essayer de raccourcir un peu, je crois que je dépasse le temps. J'en parlerai simplement, mais par exemple sur le recouvrement des avoirs détournés. Vous avez une initiative qui a été lancée conjointement par les Nations Unies et la Banque mondiale sur la question de la grande corruption. C'est l'argent détourné par des potentats, des dictateurs, au cours de leur règne dans leur pays. Cet argent est ensuite placé à l'étranger, dans des proportions assez considérables, et à la chute de ces dictateurs, on a eu toute une variété d'exemples à la suite du printemps arabe, mais à la suite de cette chute, les gouvernements suivants vont se mettre à la chasse des avoirs détournés et vont chercher à récupérer ces sommes pour le développement du pays. Les sommes sont considérables. On estime à entre 20 et 40 milliards d'euros par an l'argent détourné par des dictateurs au pouvoir dans différents pays du monde. Or, sur ces sommes, seulement 2% seraient effectivement recouvrés, c'est une estimation assez haute, seulement 2% selon l'initiative STAR qui traite spécifiquement de cette question, seraient effectivement recouvrés. Donc on imagine là encore un écart énorme entre les réalisations et là le droit international, puisque c'est un aspect qui est traité prioritairement par la Convention des Nations Unies contre la corruption, dite Convention de Mérida de 2005, qui avait fait dans son chapitre 5 de la question du recouvrement des avoirs détournés un principe fondamental du droit international. Je vais conclure assez rapidement en disant que incertitude des contours de la corruption, manque flagrant de volonté politique et impuissance partielle des lois, ces 3 phénomènes se conjuguent pour faire de la lutte contre la corruption un véritable défi pour les États de droit et les sociétés démocratiques. On peut affirmer qu'un État de droit ne peut garder précisément son nom que s'il parvient avec succès à détecter, poursuivre et condamner les auteurs de la corruption sous ses multiples formes, et qu'à la longue, il ne s'agit de rien de moins que de préserver et d'assurer la prévalence du bien public sur les intérêts privés. C'est tout l'esprit du régime démocratique lui-même. Je vous remercie. Vous désirez poser vos questions tout de suite ou alors on attend l'intervenant suivant? Alors je passe la parole au professeur Bonfils. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers collègues. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement les organisateurs de ce très beau colloque et spécialement M. Mukieli. Et je profite ici de cette occasion pour saluer cette coopération entre la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et la Faculté de droit et de sciences politiques, et pour saluer cette coopération et former le vœu qu'elle se poursuive. Nous ne sommes pas loin et
Et c'est, je crois, une très bonne idée. Alors, le thème qui m'a été attribué est un thème, je m'en excuse presque par avance, un thème juridique, pire encore, un thème de pure procédure pénale, bien technique. Alors, je vais essayer malgré tout d'être intelligible par tous et même par les non-juristes. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je m'efforcerai de répondre à vos questions. La corruption, et Adrien Roux l'a dit tout à l'heure, est réprimée par le Code pénal dans toutes ou presque ses manifestations, au moyen de très nombreux textes d'incrimination. Si on veut être très précis, d'ailleurs, on devrait dire qu'en droit pénal, il n'y a pas une corruption, mais des corruptions. Il y a presque autant de textes qu'il y a de cas de corruption. Mais, comme souvent, la principale difficulté ne réside pas dans l'incrimination elle-même, c'est-à-dire dans le fait de désigner précisément un comportement interdit, mais dans la répression effective de ces comportements. C'est encore plus vrai pour la corruption, parce que la corruption est par définition une pratique occulte. Et la révélation des faits de corruption est évidemment souvent très difficile, parce qu'on s'en doute, les faits ne vont pas être portés à la connaissance des autorités policières ou judiciaires, ni par le corrupteur, ni par le corrompu. Alors, on peut songer à des tiers, finalement, pour porter à la connaissance des autorités policières ou judiciaires les faits de corruption. Et parmi ces tiers, on peut penser à la victime, plus précisément dans le cadre du procès pénal, à la partie civile. La difficulté se déplace alors parce qu'il n'est pas évident de déterminer qui est victime des faits de corruption en dehors de nous tous, c'est-à-dire de la société tout entière. C'est justement le premier problème et que je vais évacuer en introduction parce qu'il est désormais réglé, celui-là. Mais pendant longtemps, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a dégagé une théorie qu'on appelait la théorie des infractions d'intérêt général, en considérant que certaines infractions ne portaient atteinte, ne lésaient que l'intérêt général, ne portaient atteinte qu'à l'intérêt général, ce qui empêchait alors toute constitution de partie civile de la part de particuliers. Et dans le cadre de ces infractions, se situait l'ensemble des infractions, des manquements au devoir de probité, et donc la corruption. Cette théorie des infractions d'intérêt général est aujourd'hui en très très net recul. Elle est quasiment abandonnée par la Cour de cassation, et pour ce qui nous intéresse, c'est le cas en matière de corruption. À plusieurs reprises, la Cour de cassation, elle l'a dit en 1992, elle l'a redit en 2007, la Cour de cassation a dit la chose suivante: si l'incrimination de corruption tend principalement à protéger l'intérêt général, elle tend également à la protection des particuliers, de sorte qu'une constitution de partie civile et une action civile est tout à fait possible. Donc, exit la théorie des infractions d'intérêt général, et il est donc possible d'avoir, en matière de corruption, des constitutions de partie civile. On peut donc être victime de faits de corruption. Maintenant, je repose la question que j'ai posée il y a quelques minutes: qui est véritablement la victime? La société, bien sûr, des particuliers, c'est possible, et qui d'autre? Alors, le plus souvent, seront victimes de faits de corruption des particuliers, ou pourquoi pas des personnes morales, mais touchées dans leur intérêt propre. Un contribuable, par exemple, à qui un fonctionnaire de l'administration fiscale aurait demandé une petite rallonge en liquide pour éviter une majoration d'impôt, par exemple. C'est possible. Mais on peut imaginer aussi qu'une commune soit victime de faits de corruption. Ça a déjà été jugé. Qu'un office HLM, une fédération sportive, tous ces exemples existent. Dans tous ces cas, ces personnes, qu'elles soient privées ou personnes morales, personnes physiques, pardon, ou personnes morales, sont des personnes privées qui ont été touchées directement et personnellement. Donc il est tout à fait logique d'admettre leur constitution de partie civile. Ça devient plus intéressant, mais un peu plus compliqué encore, quand on s'intéresse ou quand on réfléchit aux personnes morales agissant dans la perspective d'un intérêt collectif. Et c'est-à-dire, j'en viens à mon propos, aux associations. Alors évidemment, une association
imaginons l'association des pêcheurs à la ligne d'Aix-en-Provence, peut tout à fait être victime de faits de corruption, directement, personnellement, parce qu'on aurait réclamé à cette association une surtaxe pour pouvoir autoriser ses membres. Ça, c'est pas un problème. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'il s'agit d'une association qui prétend défendre un intérêt collectif, par exemple l'intérêt de l'ensemble des consommateurs. Là, le problème se déplace un peu. Il se trouve que ces associations, ces personnes morales, sont susceptibles d'être très utiles dans la lutte contre la corruption. Parce que, beaucoup moins que les personnes privées, que les personnes physiques, elles sont sensibles aux pressions qui peuvent s'exercer. On sait que parfois, au moment de l'établissement, de la révélation des faits, il peut arriver, surtout pour des faits de corruption de grande ampleur, que des pressions s'exercent. Que des pressions s'exercent sur les victimes. Pression telle que finalement la victime ne dépose pas plainte, ou si elle le fait, elle va essayer, même si c'est d'une efficacité limitée, de retirer sa plainte, et en tout cas elle ne se constitue pas partie civile. Et donc, ça rend souvent des dossiers, et je parle sous le contrôle de magistrats, l'un en face de moi et l'autre à mes côtés, ça rend parfois compliqué la gestion de dossiers qui sont de fait un peu déséquilibrés entre des prévenus ou des mis en examen qui ont une défense très poussée, très affûtée. Bien sûr, il y a le ministère public, mais parfois la partie civile peut apporter aussi quelque chose. Et ce défaut, cette absence de victime, de partie civile dans un dossier est un peu gênant. Alors, on peut penser, et je crois qu'on a raison de penser, aux associations agissant dans un intérêt collectif. C'est encore plus vrai lorsque les faits de corruption ont une dimension internationale. On imagine bien que personne dans je ne sais quel pays loin ne va saisir un juge d'instruction à Aix ou à Marseille, ne va venir se constituer partie civile. On peut alors penser à des associations, et évidemment à des associations internationales. Le problème est technique, c'est celui de savoir quelle place peut-on accorder à ces associations prétendant agir dans la défense d'un intérêt collectif, coincé entre un intérêt très particulier, qui appartient à la seule victime, et un intérêt général dont la défense est assurée par le ministère public. Quelle place reconnaître à ces associations ? On a déjà raisonné en la matière et apporté des solutions. On a admis de façon très circonstanciée l'action de certaines associations dans la lutte contre la corruption. Mais, ce sera le premier temps de mon intervention, de façon très très circonstanciée, c'est-à-dire qu'on est un peu à l'étroit dans le cadre qui nous est aujourd'hui proposé. Alors on peut penser à une option plus large, à une réforme d'ensemble, généralisant l'action des associations, et ce sera le second temps de mon propos. D'abord, l'admission circonstanciée de l'action des associations dans la lutte contre la corruption. Cette admission est, je le disais, très circonstanciée pour la raison suivante. Lorsque, pour la première fois, on a réfléchi à la possibilité pour des associations d'agir au nom d'un intérêt collectif, la Cour de cassation, dans un vieil arrêt de 1913, a expliqué que l'action civile d'une association agissant dans un intérêt collectif n'était pas recevable, sauf texte spécifique d'habilitation. Donc le principe qui est donné depuis 1913 est le suivant: il faut un texte, une loi, un texte spécial qui dit que telle catégorie d'association peut agir en justice au nom d'un intérêt collectif. Alors depuis 1913, ces textes sont apparus, se sont développés, et on en a aujourd'hui beaucoup. On en trouve une partie dans le Code de procédure pénale, dans les articles 2.1 et suivants, je ne sais plus à combien on en est, 2.22, quelque chose comme ça. Mais on en trouve aussi en dehors du Code pénal. Alors, je vais en donner quelques exemples. Les associations de lutte contre les discriminations, les associations de défense des femmes battues, les associations de défense des consommateurs, ça on le trouve dans le Code de la consommation, ou les associations de défense de l'environnement, celles-là on les trouve évidemment dans le Code de l'environnement. Donc on a aujourd'hui en fait plus d'une cinquantaine de catégories d'associations pouvant agir dans un intérêt collectif.
mais aucun texte ne vise spécifiquement la corruption. Donc en l'état actuel des textes, il n'y a pas d'article disant expressément qu'une association peut agir au nom d'un intérêt collectif dans la lutte contre la corruption. Ça n'a pas empêché la pratique d'avoir des idées et de se tourner vers, dans un premier temps en tout cas, un texte dont je parlais tout à l'heure dans le Code de la consommation, vers un article qui permet l'action des associations de défense des consommateurs. Dans une affaire très connue, dans l'affaire Carignon, la jurisprudence a admis que l'association UFC Que Choisir puisse se constituer partie civile dans des faits de corruption qui s'étaient déroulés à Grenoble, au motif, je cite, c'est ça qui est le plus intéressant, que les usagers de l'eau de Grenoble, représentés par l'UFC Que Choisir, ont subi un préjudice collectif distinct, à la fois du préjudice matériel de chacun d'eux et du préjudice social relevant de l'action publique. Ça a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 1999. On a donc trouvé ce moyen, un peu détourné mais très commode quand même, en s'appuyant sur un texte du Code de la consommation. Mais ça s'y prêtait en réalité. Plus récemment, la jurisprudence est allée beaucoup plus loin. Dans l'affaire dite des biens mal acquis, dont on a, je crois, parlé un peu ce matin et dont il est possible qu'on reparle tout à l'heure. Une ONG, Transparency International, a été admise à se constituer partie civile en l'absence totale de texte spécifique d'habilitation. Elle a été admise à se constituer partie civile contre plusieurs chefs d'État africains, je crois, pour recel de détournement de fonds publics. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 novembre 2010 que cette association était recevable à agir, alors c'était le prolongement français de l'ONG, que cette association était recevable à agir dès lors qu'elle avait pour objet, selon ses statuts, de prévenir et de combattre les faits de corruption, et que les délits poursuivis de recel et de blanchiment en France de biens financés par des pratiques de corruption, à les supposer établis, seraient de nature à causer à l'association Transparency International France un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission. La motivation de la Chambre criminelle est très intéressante parce que, concrètement, elle semble mettre un peu à l'écart la vieille jurisprudence de 1913. Là, on n'a pas de texte d'habilitation. Le seul élément sur lequel on peut s'appuyer, c'est que Transparency International a dans ses statuts, mais elle est libre de faire ses propres statuts, c'est pas la loi, elle a dans ses statuts pour fonction, pour mission, de lutter, combattre et prévenir les faits de corruption. Et apparemment, la Chambre criminelle dit, dès lors que c'est dans ses statuts, elle peut agir. Là, on s'est déjà beaucoup éloigné du rattachement parfois un peu hypocrite ou un peu détourné à tel ou tel article du Code de procédure pénale ou du Code de la consommation. Là, on n'a pas vraiment d'article sur lequel on se greffe. Simplement, donc l'évolution paraît évidemment considérable. Mais il n'est pas certain qu'on puisse donner à cette décision la portée que je semble lui conférer à l'instant. D'abord parce que pour l'instant, c'est une jurisprudence qui est encore un peu isolée, un peu fragile. L'arrêt de 1913, il a en quelque sorte une centaine d'années, et pendant à peu près 100 ans, la Cour de cassation a répété à peu près la même chose. Là, on a un arrêt qui pour l'instant est resté un peu isolé. Et puis, surtout, on est dans une situation très particulière, puisqu'on a une dimension internationale. Parce que on imagine bien en l'espèce qu'il ne pouvait pas y avoir de constitution de partie civile de particuliers. Et on comprend bien que la Chambre criminelle a cherché à pallier cette absence de cette totale impossibilité de constitution de partie civile de victimes particuliers en disant c'est quand même un peu embêtant, en plus c'est face à des chefs d'État ou des anciens chefs d'État, on a un peu forcé la main, mais on comprend bien pourquoi on forçait la main. Allons bon. En d'autres termes, c'est une jurisprudence très intéressante, essentielle, mais qui est encore un peu fragile, qui est encore un peu circonstanciée. Et c'est la raison pour laquelle on peut se demander, c'est le second temps de mon intervention, si on ne peut pas essayer de dépasser cette solution circonstanciée par une réforme beaucoup plus générale.
Deuxième temps, donc, la possibilité d'une réforme généralisant l'action des associations dans la lutte contre la corruption. Je crois qu'on peut, sous quelques réserves que je dirai en conclusion, envisager une généralisation de l'action des associations dans la lutte contre la corruption. Simplement, il y en a deux possibilités, il y a deux formes de généralisation. Deux voies sont possibles. La première, c'est la plus simple, c'est d'adopter un nouveau texte d'habilitation pour les associations de lutte contre la corruption. En d'autres termes, je disais tout à l'heure, il y a les articles 2.1, 2.2, 2.3, on en est à 2.21, je crois. On pourrait tout à fait ajouter un article 2-22 au Code de procédure pénale. C'est, je crois, une bonne idée, c'est même une très bonne idée, et je ne suis pas le premier à l'avoir eu. Monsieur Masson, sénateur, avait déposé une proposition de loi en ce sens en janvier 2013, et cette proposition a été reprise ensuite par Mme Zimmermann en février 2013. Enfin, c'est, je crois, toujours cette même proposition qu'on a retrouvée dans un des textes dont Adrien a parlé tout à l'heure. Mais enfin, si j'ai bien compris, cette proposition, elle a pour l'instant été écartée par le Sénat il y a dans l'été, je crois. Bon. Mais on pourrait tout à fait imaginer de rajouter un article 2-22. C'est pas très compliqué. On l'a fait souvent, et dans le Code de procédure pénale et ailleurs, ce serait le plus simple. On peut aussi imaginer, là c'est une réforme plus profonde, mais peut-être plus satisfaisante. On peut aussi imaginer de supprimer cette liste qui n'en finit plus de s'allonger au gré des interventions plus ou moins démagogiques ou plus ou moins aléatoires du législateur, cette liste des articles de 1, de 2, de 3 jusqu'à 2.22 et je ne sais pas jusqu'à combien on ira, pour n'avoir en réalité qu'un seul texte général ou générique habilitant les associations, toutes les associations, à agir dans la perspective d'un intérêt collectif. Là encore, je ne prétends pas avoir découvert l'eau chaude, c'est une idée qu'avait déjà eue Mme Delmas-Marty dans la commission de réforme du Code de procédure pénale dans les années 90, il y a donc déjà une vingtaine d'années, même peut-être un peu plus, ouais, une vingtaine d'années. Ça simplifierait un certain nombre de problèmes, parce que aujourd'hui on a une cinquantaine de textes, et chaque texte a des conditions spécifiques. Parfois il faut que l'association existe depuis au moins 5 ans ou davantage. Parfois elle peut agir seulement par voie d'intervention, c'est-à-dire se greffer sur un procès pénal déjà engagé. Parfois elle peut aussi agir par voie d'action, c'est-à-dire elle-même déclencher le procès pénal. C'est pas la même chose. Donc on a 1000 cas, ou en tout cas on a autant de cas qu'on a d'associations ou de textes d'habilitation. On pourrait imaginer un seul et même texte générique. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour les syndicats. Pour les syndicats, alors je connais l'ancien article, ça a été recodifié, veuillez excuser ma lacune, mais l'ancien article du Code du travail, c'était l'article L411-11 du Code du travail, je ne connais plus l'article nouvelle version. Mais on a pour l'ensemble des syndicats un texte, un seul, qui dit que tout syndicat est habilité à exercer les droits reconnus à la partie civile. Et puis après, au cas par cas, les juges examinent la recevabilité de telle ou telle constitution de partie civile, de tel ou tel syndicat. On pourrait tout à fait imaginer la même chose pour les associations, ce serait beaucoup plus simple et ça nous éviterait cette litanie de textes. Certains sont très utilisés, tant mieux, certains ne l'ont jamais été. Mais simplement ont répondu à un besoin démagogique ou à un besoin d'un groupe de pression à un moment donné. Alors en conclusion, quelle que soit la solution adoptée, il est clair que les associations jouent désormais un rôle, c'est déjà le cas, un rôle dans la lutte contre la corruption et c'est sans doute un rôle qui est appelé à se développer. À titre personnel, je considère que c'est une très 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 bonne chose et que ce rôle des associations peut jouer de contrepoint au rôle très important par ailleurs du ministère public qui détient l'opportunité des poursuites. Je crois qu'il est fondamental que les parties civiles, qu'elles soient purement privées ou qu'il s'agisse d'associations agissant dans un intérêt collectif, que des parties civiles puissent contrebalancer l'opportunité des poursuites qui appartient, et ça c'est tout à fait normal, au ministère public. En même temps, et j'annonçais des réserves tout à l'heure et je vais terminer par là, je sais et je crois qu'il faut être conscient
des dangers qu'il peut y avoir dans une forme d'instrumentalisation de la constitution de partie civile. C'est vrai pour les personnes morales agissant dans un intérêt collectif, c'est tout aussi vrai pour les personnes physiques pouvant déclencher des poursuites pénales de façon parfois un peu excessive ou franchement injuste. Mais il existe des garde-fous. Je pense à la consignation, je pense de toute façon à l'examen de la recevabilité qui est fait par le juge d'instruction, par la possibilité d'avoir de toute façon à la fin de l'instruction un non-lieu, et puis d'avoir le cas échéant des plaintes reconventionnelles. Donc il y a des garde-fous qui existent, il est essentiel, je crois, de les conserver, mais au-delà de ces réserves, je crois qu'il est vraiment important que la partie civile, quelle qu'elle soit, association ou pas, puisse conserver un rôle de surveillance ou d'assistance du ministère public dans l'exercice ou dans le déroulé de l'action publique. Merci beaucoup pour votre attention. Je pense que le professeur Bonfils a mieux fait que tenir les délais, il les a même raccourcis, donc ce qui ouvre un espace, si vous le voulez bien, pour des questions que le public aura posées aux deux intervenants. L'un est parti, mais va revenir, je crois. Ah, bah ça y est, c'est parti, avant même que... Alors, donc la question serait de savoir si on risque d'avoir une diminution du nombre de condamnations. Alors cette nouveauté, donc cette possibilité introduite récemment par la loi en 2011, je crois, d'avoir une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les faits de corruption, à mon avis, il faut attendre de voir quelle sera la pratique, mais pour l'instant, je ne sais pas, je ne saurais pas déterminer avec précision si ça va effectivement faire décroître, puisqu'on constate quand même que sur la dernière année, en tout cas c'est très net dans le rapport du Service central de prévention de la corruption qui a été rendu public il y a quelques jours, on a une augmentation assez sensible du nombre de poursuites pour corruption. Donc peut-être que ce phénomène risque de continuer malgré la possibilité de CRPC. Permettez que je rajoute un mot. Il faut préciser qu'une condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité est une véritable condamnation pénale inscrite évidemment au casier judiciaire. Et pour vous dire, je ne crois pas que cette tendance se confirme entre l'hypothèse que vous évoquez, pour la simple et bonne raison que dans ces dossiers, il est rare que les prévenus reconnaissent les faits. Et l'exigence élémentaire pour aller vers une poursuite de cette nature, c'est que le prévenu reconnaisse les faits. En général, il y est peu disposé, comme ils sont très peu disposés d'ailleurs les avocats qui l'accompagnent, pour des raisons que je ne développerai pas ici. C'est la prévention. Et la prévention passe par l'activation des autorités de contrôle. Je vais dire des banalités, mais nous n'avons pas été... Les commissions de contrôle. Les premières autorités de contrôle, c'est les instances démocratiques, les assemblées délibérantes qui devraient délibérer et non pas être des chambres d'enregistrement. C'est la séparation entre exécutif et délibératif, qui n'existe
méconnu au niveau local, puisque le chef de l'exécutif, conseil général, mairie, communauté d'agglomération, région, est le chef de police de l'Assemblée délibérante. C'est lui qui fait l'ordre du jour. Parce que les élus ont des difficultés, lorsqu'ils veulent être élus, à remplir vraiment leurs droits et leurs devoirs, et en particulier à accéder aux informations. Parce que la deuxième instance de contrôle, qui est le préfet, représentant de l'État dans le département, ne remplit pas sa mission de contrôle de légalité, pas même sa mission prévue par l'article 40 du Code de procédure pénale de saisine du préfet lorsqu'il a connaissance de délits, d'infractions susceptibles d'avoir été commis. Je passe parce que je serai trop long. J'ai toute la hiérarchie, je la donnerai demain, des instances qui ne fonctionnent pas dans ces actions de prévention. La plus grave étant la suivante, soulevée fort justement par un très bon article du Service central de prévention de la corruption dans son rapport 2010, qui est que le juge administratif n'est pas tenu par l'article 40 du Code de procédure pénale. Or, dans les affaires que j'ai eu à porter, que nous avons eu à porter devant le juge administratif, il y a plein d'affaires de corruption. Je ne peux pas dire qu'il y a des affaires de corruption, je ne suis pas juge, je suis requérant. Mais le juge administratif a été complice de l'enterrement de ces affaires, puisqu'il n'a pas saisi le procureur, et il n'en est pas tenu. Donc, il me semblerait important, par rapport aux deux très bons exposés, et textes ce matin d'ailleurs, qui ont été faits, de ne pas parler simplement compréhension et lutte, mais entre les deux, outils de prévention. Tout le monde se met à dire qu'il faut faire de la prévention de la délinquance. Moi j'ai un délinquant, on a révélé comme tel, en tout cas la justice l'a reconnu comme tel, qui se représente aujourd'hui, qui va se représenter à la mairie de Grenoble, qui est un ancien ministre corrompu, qui le reste. La prévention, elle est où? Dans la capacité de revenir aux affaires lorsqu'on a été ainsi corrompu ou corrupteur. Et puis l'impunité des corrupteurs est par ailleurs très grande dans l'ensemble de ces dossiers. Donc il me semblerait important, c'est la partie clôture de ce soir de la partie officielle, je dirais, recherche et intervenant dans ce dossier. Demain on aura plus une partie acteurs associatifs, acteurs citoyens, d'insister sur la complicité des autorités dans leur silence à ne pas mettre en œuvre les actions de prévention dont elles ont la compétence et le devoir. Mais oui, vous avez raison, mais c'est pour ça que cette litanie de textes devient véritablement embêtante. On a des textes qui servent à rien, mais qui ont été utiles pour remercier ou faire plaisir à tel ou tel groupe de pression ou lobby. Bon, il y en a qui sont... certains sont utiles, mais pas tous. Les conditions varient en fonction de chacun de ces textes. Ça nourrit d'ailleurs, je pense, en plus un certain contentieux parce que, évidemment, il faut, au stade de l'instruction, examiner la recevabilité de chacune de ces constitutions de partie civile. Bon,
autant avoir un seul texte générique. On s'en sort très bien pour les syndicats depuis très longtemps, puisque c'est aussi un arrêt de 1913 qui avait admis de manière générale que tous les syndicats pouvaient agir et défendre un intérêt collectif qu'ils avaient pour charge de représenter. Bon, depuis on a un texte unique. On peut faire la même chose pour les associations. Ça évitera qu'on rajoute un texte, puis on l'enlève, puis on sait. Mais vous avez tout à fait raison. Peut le faire en vertu de tel ou tel article du Code général des collectivités territoriales. Oui. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je crois que cette procédure a été redécouverte. C'est une procédure très ancienne. La possibilité d'une action collective d'un contribuable au nom d'une commune. À l'origine, c'était que pour les communes, je crois, puis ça a été étendu par des textes aux autres collectivités territoriales. Je crois qu'on a redécouvert l'utilité d'un article qui était assez méconnu, il faut bien le dire, pour les communes dans une affaire. Alors, je vais utiliser que des abréviations. Il s'agissait d'une association sportive dont je donnerai que les initiales, OM, et de son président BT. Et je crois, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que dans cette affaire-là, la ville de Marseille était assez embêtée pour envisager une action, parce que c'était un peu gênant pour Marseille de faire une action contre plus ou moins son club de football ou le directeur. Donc, si j'ai bien compris, la ville de Marseille avait refusé ou enfin n'avait pas fait grand-chose. Et puis finalement, c'est un contribuable qui, agissant au nom de la commune, s'est fait autoriser. Il y a une procédure compliquée, effectivement, d'autorisation d'action par le tribunal administratif avant de pouvoir ensuite exercer les droits reconnus à la partie civile. Et c'est allé jusqu'à au moins la Cour d'appel d'Aix et peut-être la Cour de cassation dans une affaire, l'affaire dite des comptes de l'OM. Je crois qu'elle est née d'une action d'un contribuable au nom d'une commune. J'imagine que c'est pas la seule action. Il existe le même dispositif au sein du département et de la région. C'est pas les mêmes articles, mais on les trouve aussi dans le Code général des collectivités territoriales. Je ne sais pas si c'est très répandu. C'est tellement compliqué et finalement assez onéreux pour le contribuable qui, de toute façon, lui, ne récupère rien parce que si des dommages et intérêts sont versés, ils sont versés à la commune, enfin à la collectivité territoriale. C'est un peu comme l'action ou de singulier au sein d'une société. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients, mais ça peut marcher. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ça peut marcher. Mais c'est pour ça qu'il est, à mon avis, plus intéressant d'avoir des associations qui peuvent agir plutôt que de passer par un contribuable. Enfin, je connais peu de contribuables qui se lanceraient dans une telle aventure. Voilà. Sauf avec parfois des arrière-pensées, ce qui pose après un autre problème, parce qu'on ne sait pas non plus quelles sont les idées de ce contribuable qui d'un coup se désigne lui-même comme une sorte de procureur de la République et se lance tout seul à la charge de tel ou tel élu. On peut y voir quelque chose de très bien, on peut aussi parfois s'en inquiéter quand même.
si nous réservions les questions pour à la suite des interventions qui vont venir, puisque nous sommes pris par le temps, donc j'invite le professeur Second, M. Charles Duchesne, à se présenter à la tribune. Merci. Je serai contraint de repartir un peu plus. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Et le professeur Second, il va là. Deux personnes qui viennent à la tribune maintenant, donc je les connais, enfin l'un me connaît pas, l'autre me connaît très bien. Je commencerai par le professeur Second, qui est donc, vous le savez, professeur donc, à l'Université de Toulouse. Et c'est un éminent intervenant, notamment à l'École nationale de la magistrature, puisqu'il commet chaque année le délit de venir enseigner les magistrats, notamment sur le délit de prise illégale d'intérêt. Et il a rédigé à cette fin un très intéressant et très utile fascicule à destination des magistrats qui pratiquent le contentieux des atteintes à la probité. Donc, M. Marc Second interviendra sur les failles juridiques dans la lutte contre la corruption. Alors, effectivement, nous comprenons bien, nous praticiens, qu'il y a des failles juridiques, mais d'abord, une première faille, c'est la rédaction de ce texte, qui est si difficile, et je crois que Charles Duchesne ne me contredira pas, puisque nous avons planché régulièrement, nous planchons régulièrement sur ces textes pour essayer de les comprendre chaque fois que nous devons les relire ou les réinterpréter. Donc, Monsieur Duchesne, eh bien, je ne le présenterai pas ou très rapidement. Vice-président en charge de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, en charge plus particulièrement, et je vais dire même spécifiquement, des dossiers GIRS et plus précisément encore des dossiers financiers labellisés dossiers GIRS. Charles Duchesne, avec le bonheur avec lequel je travaille tous les jours, puisque nous suivons lui du côté évidemment du siège et moi du côté du ministère public, donc nous n'appartenons pas à la même chapelle, les mêmes dossiers, mais je dois dire que nous travaillons évidemment en bonne entente chaque heure de la journée, il le faut. Donc je passe le micro à M. Second pour son intervention.